Smartech tournée en plein Fitech, c'est-à-dire ce nouveau salon d'exposition sur le fitness et le sport santé. Eh bien, ça continue avec Mathieu Lille-Palette, senior vice-président de Opta. Opta, c'est le leader pan-européen dans la collecte de données, l'analyse de toutes ces stats sportives qu'on découvre, nous, en tant que téléspectateurs sur nos écrans. Absolument. Et qui sont très utiles pour tous les professionnels du sport et également les parieurs. On va voir ça ensemble, la data dans le football professionnel, ça va vraiment être notre sujet. Je voulais aussi préciser que vous étiez co-animateur avec Édouard Cissé d'Alternative Football, un podcast Absolument. produit SoFoot. C'est ça, vous êtes bien renseigné. Et puis on est à Paris, donc je peux le dire, vous êtes un ancien ultra du PSG. Vous êtes Donc, très bien renseigné, Delphine. passionné Effectivement, on ne peut de rien vous foot. cacher. Je suis passionné de foot, c'est ce qui m'a amené à mon métier aujourd'hui. Et je suis effectivement co-animateur avec mon ami Édouard Cissé du podcast Alternative Et vous Football. n'avez pas de religion dans le foot quand même, parce que moi je vous ai vu en conférence avec l'OGC Nice, à qui vous fournissez votre technologie. C'est ça, c'est-à-dire que voilà, le fan est fan du Paris Saint-Germain, mais ça c'est la vie personnelle. Et après, dans mon métier, je dois être capable de travailler avec tout le monde. Même l'Olympique de Marseille, si vous voulez tout savoir. Donc, on fait en Alors sorte de le faire. justement, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel type de données vous pouvez leur fournir Ouais. à ces clubs professionnels. Alors, il y a deux grands types de données qu'on va leur fournir. Les premières données, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les event data. Je suis désolé pour l'anglicisme, mais c'est tout ce qui concerne ce qui se passe avec le ballon, c'est-à-dire les passes, les duels, les tirs et tous les dérivés, les sous-catégories. Ça, c'est des choses qu'on va capter via un logiciel et des analystes dans des centres de collecte à partir du flux vidéo. Ensuite, le deuxième type de données qu'on va capter. Donc là Vas-y. déjà, première collecte à partir des images, donc c'est de C'est la ça. reconnaissance d'images. Alors, non, c'est-à-dire qu'on Comment ça aimerait fonctionne aujourd'hui pouvoir tout automatiser, avoir Ouais. que de la reconnaissance d'image, seulement on n'y est pas encore. La raison étant que pour pouvoir utiliser l'AI pour collecter tout ce dont on a besoin de collecter, il faudrait qu'on ait pu déjà l'éduquer à la finesse des datas qu'on a besoin de collecter. Je le disais quand on s'est rencontrés pour la première fois, on a 350 catégories et sous-catégories de data. Aujourd'hui, pour pouvoir être suffisamment précis sur ce qu'on envoie comme données, on a encore besoin de l'humain pour le qualifier. Même si on y travaille et que l'idée c'est de soulager au maximum nos analystes pour que Parce l'AI que vienne là, les aider. Tout ce que vous collectez, justement, j'imagine que quand même, c'est vous le gardez, vous le conservez, tout Ouais. ça crée Ça crée une du première volume base d'entraînement demain pour les gars. éduquer les AI, c'est exactement ça. Mais on a, nous, aujourd'hui, le besoin de fournir cette donnée en live. Vous l'avez mentionné, on travaille beaucoup avec les diffuseurs, puisque quand vous regardez un match de foot sur l'une des chaînes que vous connaissez, il y a des datas qui s'affichent chez les nôtres. Et le fait de collecter avec l'AI aujourd'hui, puis de l'envoyer en direct, ne nous permet pas de livrer dans un delta satisfaisant. Donc pour l'instant, on est toujours sur notre vieille méthode de collecte qui est assez artisanale. C'est quand même de la tech, hein, c'est-à-dire qu'il y a un logiciel qui leur permet de le faire, mais on n'est pas sur du tout automatique. Je ne pense pas qu'on arrivera un jour sur du tout automatique. Je pense qu'un jour, on aura peut-être moins d'analystes. Aujourd'hui, on en a 3 par match. Peut-être qu'un jour, ce sera un seulement qui sera beaucoup aidé par une machine, mais on n'en est pas encore là. Mais on y travaille. Et ça permet de faire du temps réel quand même On fait du temps réel, c'est-à-dire que Ouais. la manière dont ça va se passer, le flux est reçu directement à partir de la personne qui l'a produit, donc le producteur, ou la ligue elle-même quand elle a la capacité de le faire, c'est le cas pour la première ligue en Angleterre. Ça vient s'insérer dans un logiciel de collecte et on va suivre nous en live ce qui se passe. Les analystes vont collecter en live ce qui se passe, il y en a un par équipe. La donnée qui est entrée part directement dans la base de données et à partir de cette base de données, on fait différents produits dont certains sont la livraison en live via différentes méthodes de nos data. Et alors d'autres types d'utilisation, c'est fournir au club en fait des indicateurs sur les équipes du club, Ouais. mais également les équipes Adverse, concurrentes. bien sûr. Jusqu'où vous allez, à quel niveau de finesse vous pouvez aller sur l'analyse d'une équipe, de joueurs, jusqu'où on peut aller? Alors on peut aller aussi loin que la data qu'on a disponible. Je vous parlais tout à l'heure de deux types de data. Il y a la data donc event, ce qui se passe avec le ballon. Ouais. Il y a aussi le tracking. Le tracking, c'est une collecte qui est différente. On met des caméras dans le stade pour pouvoir avoir tout le monde. Et ensuite, l'analyse, elle dépend des données, elle dépend aussi de vos analystes. Mais on peut tout savoir sur une équipe.
tout savoir sur ce qui est mesurable. C'est-à-dire vous pourrez tout savoir sur ce qu'ils font avec le ballon, sur la manière dont ils se déplacent. Après, il va vous manquer des éléments de contexte, c'est-à-dire quelles sont les consignes, dans quelle disposition se trouvent les joueurs contre qui vous allez jouer. Ça, c'est aujourd'hui de l'impondérable. Des indicateurs de santé aussi. Exactement. Par exemple. Nous, c'est pas quelque chose qu'on couvre aujourd'hui. Ouais. Donc, on va pouvoir analyser ce qui est mesurable et on le fait beaucoup. On le fait beaucoup pour soi, vous l'avez dit, dans l'analyse de la propre performance. On le fait beaucoup pour l'adversaire et on le fait beaucoup aussi dans le recrutement. C'est aujourd'hui, je pense, le segment dans lequel la data est le plus utilisée. C'est pour quand on va vouloir acheter un joueur, renouveler son effectif, le changer. On va beaucoup regarder la data pour voir si ça correspond aux besoins qu'on a. Donc c'est utilisé pas seulement pour s'entraîner ou se préparer à un match, mais aussi pour le recrutement. Absolument. Les deux grandes utilisations dans le sport professionnel, c'est l'analyse de la performance, donc ça va être mon équipe et l'équipe des autres, et le recrutement. Et c'est le silo le plus important. Mais alors Mathieu, si tous les clubs finalement peuvent accéder à l'ensemble des statistiques que vous rendez disponibles, il n'y a plus d'avantage. L'avantage, il se trouve dans... Il n'y a pas de données exclusives Non. que vous réservez à certains clubs? Non, il y a des modèles qui peuvent être réservés à certains clubs parce qu'eux créent ce modèle-là. Et donc c'est là où la différence va se faire. Tout le monde a les mêmes datas, nous on vend les mêmes produits à tout le monde. En revanche, la qualité de votre analyste, la qualité de votre cellule de recrutement va vous permettre peut-être d'être plus pertinent sur ce que vous allez faire avec les données. Et c'est là que... vous leur vendez aussi les modèles d'analyse? On a nos propres modèles, mais encore une fois, nous on va vendre les mêmes modèles à tout le monde. D'accord. Et après, libre à eux, s'ils en ont les capacités et les moyens, de les retravailler ou de prendre simplement la donnée brute et de travailler leur modèle. Ça fait combien de temps, combien d'années que vous fournissez ces outils? Alors, ça fait l'année de fondation d'Opta, c'est 96. Après, la réalité par rapport aux besoins des clubs et je dirais l'émergence de la data dans le foot professionnel, c'est plutôt la fin des années 2000, donc 2008-2009. C'est là que ça a vraiment explosé au niveau du foot et là alors, on a commencé à industrialiser. Ouais, parce que ça fait quand même donc un sacré nombre d'années que vous avez cette expérience. Qu'est-ce qui a évolué et quelles sont les dernières innovations là? Alors, ce qui a évolué, c'est la capacité de sortir de la constatation. Avant, on disait beaucoup, ce mec-là a fait tant de passes, pardonnez-moi la familiarité, mais où ce joueur-là a fait tant de tirs. Ouais. On a ensuite affiné en essayant de juger de la qualité de ce que faisaient les joueurs, avec des modèles type les expected goals par exemple, qui sont de dire si un joueur prend un tir de cet endroit-là, il a plus de chances de marquer que s'il le prend de cet endroit-là, et ça permet de juger de la qualité de l'apport offensif d'un joueur par exemple. Aujourd'hui, la grande tendance, c'est les modèles prédictifs. Maintenant, on ne veut même plus regarder ce qui s'est passé avant, on veut se servir de ce qui s'est passé avant pour anticiper le futur et essayer de comprendre si on va acheter ce joueur-là, à quel point il va performer, à combien de buts il va mettre, etc. Et là encore, c'est le club qui doit avoir ses propres data scientists finalement? Nous, on a des modèles prédictifs, c'est-à-dire qu'on est capable de vous fournir une estimation du nombre de buts que marquera tel joueur ou une estimation, on a par exemple un modèle prédictif sur la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, nos algorithmes vous disent théoriquement, selon la data, qui va gagner la Coupe du Monde. Alors j'espère que ce ne sera pas ça parce que ce n'est pas le but non plus, c'est un travail qui est indicatif. Mais après, encore une fois... Donc vous pouvez nous annoncer aujourd'hui qui va gagner la prochaine Coupe du Monde de foot? Alors je peux pas vous l'annoncer formellement parce que ça veut rien dire quand on regarde que la data parce qu'on parlait de tous les éléments tout à l'heure, mais selon notre modèle prédictif, l'équipe qui présente le plus de chances statistiquement de gagner la Coupe du Monde, c'est la France. Par rapport aux joueurs qu'elle va potentiellement aligner, par rapport aux résultats, alors pas extrêmement récents parce que la dernière fois ça s'est pas très bien passé lors du dernier rassemblement, mais sur les résultats sur les 4 dernières années de la Coupe du Monde. Derrière on va retrouver le Brésil et après quelques autres. Alors m'avez dit en premier la France. La France, ouais. En deuxième le Brésil. Et en troisième? Et ensuite on va retrouver un pool d'équipes que j'ai pas forcément en tête, mais c'était les très bien. Selon la data. On vous recevra après pour vérifier tout ça. Et vous fournissez aussi les sites de paris sportifs. Absolument, ouais. Comment ils utilisent? Quel type de données peuvent-ils utiliser? Il y a plusieurs niveaux d'utilisation. Il y a un petit peu de données qui est utilisée dans la création des cotes. Ça, c'est une première utilisation. Mais là où la donnée est beaucoup utilisée, c'est pour ce qu'on appelle les questions d'intégrité. C'est-à-dire que forcément, c'est des jeux d'argent, donc c'est des marchés qui sont extrêmement surveillés. Et avec nos datas, on peut aider les acteurs du monde du pari à surveiller les transactions autour des matchs, les performances des joueurs sur un match et voir qu'il n'y a pas d'anomalie sur la manière dont les choses se passent. Est-ce que vous avez des exemples de moments particuliers dans des matchs où vous avez vu
que la donnée a été utilisée et a pu faire basculer le Oui, résultat. on a beaucoup d'exemples de ça. Il y en a un qui est, je trouve, relativement marquant. Il est long, mais je vais essayer de faire vite quand même. On avait été mandaté par la fédération néerlandaise à l'occasion de la Coupe du Monde au Brésil pour leur fournir une étude sur les pénaltys. Mais pas les pénaltys qu'eux allaient tirer, c'était une étude sur comment leurs gardiens se comportaient sur les pénaltys. Ok. C'est une étude qu'on avait fournie, qu'on avait donnée au staff technique. Et il se trouve que cette équipe-là a joué une séance de tir au but contre le Costa Rica, si je ne vous dis pas de bêtises, pendant cette Coupe du Monde-là. Et ils ont pris la décision de changer le gardien juste avant la séance de tir au but, quelque chose d'extrêmement rare. Et donc voilà, il y a aussi le choc psychologique qui a voulu être créé par l'entraîneur. Mais ce qu'on observe nous, c'est que le gardien qui ressortait comme étant le meilleur sur les pénaltys dans nos données, c'est celui qu'on a fait rentrer juste avant cette séance. Waouh, Donc on s'accorde un petit peu de crédit. pas mal. Et alors, donc quand je vous ai rencontré la première fois, vous étiez donc avec l'OGC Nice. Ouais. C'est un ancien de chez vous, C'est ça. de chez Opta. Et ça, c'est vraiment discriminant, c'est de trouver dans les clubs aussi des points d'appui, des gens qui s'intéressent à la donnée. Parce que c'est une culture un peu différente, j'imagine, de ce qu'on fait traditionnellement dans le sport. C'est plus du tout discriminant. Quand j'ai commencé dans Ah ce ouais. métier-là, il y a maintenant 12 ans, oui, il y avait plein de clubs qui ne voulaient pas le regarder. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul club qui fonctionne sans données. Il y a bien sûr des degrés d'utilisation. Il y en a qui le font très bien. L'OGC Nice le fait très bien et c'est la raison pour laquelle ils sont venus chercher quelqu'un qui est de la data en Kevin Jeffries qui était chez nous. Mais je ne peux plus vous donner d'exemple de clubs professionnels qui évoluent dans l'élite à travers tous les pays qu'on couvre, qui ne regardent pas du tout la donnée, ça n'existe plus. Et les joueurs aussi sont demandeurs, j'imagine. De plus en plus, c'est aussi une question de génération, c'est-à-dire que vous avez des joueurs aujourd'hui qui sont nés avec le digital, qui ont joué à des jeux vidéo où il y avait de la donnée, donc ils sont très sensibles à ça. C'était moins le cas avant, mais que ce soit joueur ou entraîneur, effectivement, ils s'y intéressent de plus en plus. Alors là, on a parlé du football. Il y a d'autres sports comme ça sur lesquels vous travaillez autour de la stat. Moi, je suis très football parce que je m'occupe de la région Europe, Moyen-Orient, Afrique. Ouais. C'est des régions où le football est le sport prédominant. En revanche, mes collègues américains, eux, ce qui va les intéresser avant tout, c'est les 4 grands sports américains. Donc le basketball, le baseball, le football américain, le hockey. Et on a la même granularité de data sur ces sports-là. Donc ce qu'on fait sur le foot, on est capable de le répliquer sur tous les grands sports. Et alors aux États-Unis, justement, on n'a pas des leaders là de la data sur ce secteur? Alors, les leaders de la data, ça reste nous aux États-Unis aussi. On a la chance de pouvoir commencer de marcher. Alors, c'est pas uniquement dû au fait qu'on l'a été en Europe, c'est surtout parce qu'il y a 3 ans, on a fusionné avec notre plus gros concurrent. Il y a eu une grosse consolidation de marché. Ce concurrent-là était spécialisé des data sur les sports américains, nous plus sur les sports européens et du reste du monde. Et donc, en fusionnant, on a créé ce géant de la data il y a quelques Et années. vous voyez arriver les géants du numérique aussi sur ce secteur? C'est des clients. Nous, notre plus gros client aujourd'hui. Comment ça, ils sont clients, c'est-à-dire? C'est-à-dire que Google, aujourd'hui, donc la Big Tech, Google, c'est notre plus gros client. C'est-à-dire que c'est le contrat le plus rémunérateur pour Ils notre. s'en servent pour afficher des résultats de recherche Voilà, c'est ça. Voilà, moment je d'un ne match. sais pas si vous voyez la Google Box, qui est la Ouais. première réponse qu'on a quand on cherche dans la barre de recherche. Quand vous faites une recherche sur du sport, c'est la première réponse qui tombe. Et vous avez en général le calendrier, le classement, les résultats. Ça, ça vient de chez nous. Donc c'est des clients, c'est aussi des partenaires parce qu'on a des. Donc ils ne le collectent pas des sites médias ou partenaires de l'événement, ils viennent l'acheter Ils directement. viennent l'acheter directement chez nous. Mais nous, on est aussi fournisseurs des gens qui organisent l'événement. Parce que la FIFA ou la LFP ou la Première Ligue n'a pas de capacité de collecter ses propres datas. Ce n'est pas leur métier. Donc ils passent des contrats avec nous ou avec des concurrents et des entreprises comme nous pour pouvoir avoir leurs données. Et c'est nous qui commercialisons cette Et ils n'essayent cette pas, data. ces géants du numérique, n'essayent pas de vous vendre leurs algorithmes, Alors ils essayent de nous vendre leur modèle capaci- d'entraînement? Exactement, leur capacité de process, Ouais, leurs serveurs, leur Ouais. technologie. Nous, on travaille beaucoup avec AWS. d'accord. Forcément. Mais bien sûr, donc c'est une relation qui est partagée et on est aussi client de ces gens-là. Et vous travaillez avec des acteurs européens du numérique? Alors, c'est vrai que du fait de cette fusion, il y a longtemps cette consolidation, sur toute la partie process, la partie ingénierie, on est très américanisé dans nos relations. Après, on va travailler avec les gens du numérique européen, mais en tant que client, encore une fois. C'est-à-dire que les technologies émergentes de type Sora, qui est un jeu basé sur une fantasy league basée sur les NFT. Donc Sora achète aussi vos C'est un statistiques? gros client, c'est ça, pour leur algorithme de notation des joueurs fonctionne sur nos data.
Ou des opérateurs aussi, j'imagine, qui diffusent les résultats sportifs. Oui, c'est-à-dire que tous les médias auxquels vous pouvez penser, aujourd'hui, ils sont clients de... Donc c'est une Top. manne gigantesque. On a ce confort-là d'être leader de marché qui est un confort, c'est vrai, mais qui est aussi un challenge, parce que ça veut dire qu'on doit, nous, continuer à faire avancer ce marché-là, faire de la R&D pour continuer à être pertinent, donc c'est passionnant. Merci beaucoup. C'était donc Mathieu Lille-Palette qui plaisir. nous Merci a à fait vous. le plaisir de nous faire découvrir les coulisses de toutes ces statistiques qui peuvent faire et défaire des matchs et des paris aussi. Merci beaucoup. On Merci à fait une petite pause et puis on va se retrouver juste après pour parler de l'utilisation des montres connectées dans le fitness.